Wallace frappa son verre à vin en cristal. La salle devint subitement silencieuse. Je venais de passer 3 semaines à survivre au Café Noir pour empêcher les serveurs de son entreprise de s'effondrer. Il s'éclaircit la gorge et annonça qu'il remettait le contrôle total de mon projet d'intelligence artificielle à son fils, Otis. Le même type qui avait récemment lamentablement échoué à 3 entretiens d'embauche de niveau débutant. Une épaisse liasse de papier claqua sur la table en acajou juste devant moi. Un accord de non-concurrence. Wallace me fixa intensément, rappelant à toute la pièce comment il avait sauvé mes parents de la faillite il y a 20 ans. La main tremblante de ma mère attrapa ma manche. Elle se pencha, me suppliant dans un murmure frénétique de simplement m'excuser et de maintenir la paix. Je reposai ma fourchette en argent. J'ai verrouillé mon regard dans le sien et pris une lente et profonde inspiration. J'ai gardé mes mains parfaitement immobiles sur mes genoux. Sous la lourde nappe en lin, mon pouce trouva l'écran de mon téléphone. L'appareil se déverrouilla dans l'obscurité. 3 pressions. Il n'en fallut pas plus pour accéder au portail de l'infrastructure cloud. J'ai navigué vers la liste de contrôle principale et localisé les comptes d'administrateur global pour Otis et Wallace. Balayage vers la gauche. Révoquer l'accès. Confirmer. Le système traita le verrouillage instantanément. J'ai repoussé ma chaise, laissant les pieds en bois gratter durement contre le plancher de la salle à manger. Le crissement coupa le silence tendu. Je me levai, lissai les plis de ma robe et leur dis à tous de profiter du reste de leur soirée. Puis je tournai le dos et sortis par la porte d'entrée. L'air frais de la nuit frappa mon visage, et le poil lancinant dans ma poitrine s'évanouit enfin. Je m'appelle Clémentine. J'ai 38 ans et depuis une décennie, je suis l'ingénieur système principal qui maintient en vie l'empire corporatif de cette famille. Mais pour eux, je n'ai jamais été une professionnelle. J'étais juste la fille du recouvreur de dettes. Quand Otis faisait des caprices et voulait mon projet de foire scientifique ou ma place pour la recommandation universitaire, ma mère m'arrachait physiquement les opportunités des mains pour lui donner. Elle me tirait à part, les mains tremblantes, les yeux fuyant nerveusement vers le bureau de Wallace. « Laisse-le simplement avoir ça », me murmurait-elle. « Souviens-toi de ce que ton oncle a fait pour nous. Nous lui devons nos vies. » Pendant 20 ans, mes parents ont vécu comme des fantômes terrifiés dans leur propre peau, s'inclinant constamment parce que Wallace avait acheté leur entreprise en faillite pour des clopinettes et appelait cela une mission de sauvetage héroïque. La fausse gratitude est la chaîne la plus cruelle qu'une personne puisse passer autour de votre cou. Elle déguise une situation d'otage à vie en une faveur généreuse. Ils ont brisé l'estime de soi de mes parents avec ce seul concept. La gratitude. Maintenant, Wallace pensait pouvoir utiliser exactement cette même culpabilité pour me forcer à céder un système d'intelligence artificielle de plusieurs millions d'euros à un garçon qui ne pouvait même pas dépanner son propre mot de passe de mail. Mais Wallace a commis une erreur de calcul catastrophique ce soir. Il a oublié qui a réellement construit la cage numérique dans laquelle il essayait de m'enfermer. Et il a complètement oublié qui détenait les clés maîtresses. Le lendemain matin du dîner, j'étais à mi-chemin de ma première tasse de café quand mon téléphone s'alluma. C'était un SMS d'Otis. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il ne s'est pas excusé pour la nuit précédente. Il a juste envoyé une suite de points d'interrogation suivie d'une demande de corriger immédiatement le portail des développeurs internes parce qu'il avait une réunion du conseil d'administration dans 1 heure. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé les 3 points de sa bulle de saisie apparaître et disparaître, frénétique et désespéré. Puis est venu l'appel de Wallace. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que cela tombe sur la messagerie vocale. Je pouvais presque entendre ses dents grincer à travers le haut-parleur alors qu'il menaçait de rendre mon indemnité de départ aussi vide que ma chaise si je refusais de restaurer son accès. Il essayait de me faire mourir de faim. Il pensait qu'en retenant mon paiement final, je reviendrais en rampant dans les 48 heures, suppliant pour mon ancien emploi juste pour payer le loyer. Mais Wallace jouait un jeu d'il y a 20 ans. Il ne savait pas que j'avais passé le dernier mois à me préparer tranquillement pour ce moment exact. J'avais déjà liquidé mon fonds de retraite et contracté un prêt privé sur ma voiture. J'avais assez d'argent pour tenir 6 mois. Et plus important encore, j'avais assez pour verser une avance de 50 000 $ à un avocat spécialisé dans le démantèlement des narcissiques corporatifs. Pendant que Wallace s'occupait de menacer mon compte bancaire, j'étais assise dans mon bureau à domicile en terminant un audit approfondi des serveurs hérités qu'il m'avait forcé à migrer vers le cloud le mois dernier. Il voulait que ce soit fait rapidement pour économiser de l'argent.
Mais dans sa précipitation, il a oublié une chose. Les anciennes archives de mai de 2004 étaient toujours là, enfouies dans un fichier corrompu que je n'étais pas censé trouver. J'ai cliqué sur le fichier. Il a fallu 3 minutes pour reconstruire l'index. Quand il s'est ouvert, l'air dans mes poumons est devenu glacial. Ce n'était pas juste une faillite. Il y avait des douzaines de mai entre Wallace et un chargé de prêt senior de la banque. Wallace n'avait pas sauvé l'entreprise de mes parents. Il avait activement saboté leur ligne de crédit, chuchotant à l'oreille de la banque que mon père était un passif, assurant ainsi la saisie. Puis il était intervenu en sauveur, achetant les actifs pour 30 cents sur le dollar. Le héros qui exigeait 20 ans de nos vies en paiement était en réalité l'incendiaire qui avait mis le feu. Le conseil d'administration forçait Wallace à prendre sa retraite parce que la croissance de l'entreprise stagnait. Il n'était pas seulement malveillant. Il était désespéré. Il avait besoin qu'Otis s'attribue mon système d'intelligence artificielle afin que le conseil voie Otis comme un visionnaire et vote pour lui comme prochain directeur général. C'était un jeu de lignées froid et calculé, et je détenais la preuve qui prouvait que toute la fondation de son empire était construite sur un crime. Au mardi, Wallace avait réalisé qu'il était complètement verrouillé hors des serveurs cloud. Il ne pouvait ni crier ni intimider son chemin à travers un cryptage de qualité militaire. Alors, il est devenu désespéré et est passé au physique. Il a saisi mon ancien ordinateur portable d'entreprise sur mon bureau abandonné, a fait venir un contractuel informatique extérieur louche et s'est frayé un chemin au-delà de l'écran de connexion locale. Juste là sur le bureau se trouvait un dossier visiblement non protégé. Je l'avais nommé noyau d'intelligence artificielle Fenouil version 1. Il a mordu à l'hameçon instantanément. Croyant que j'étais juste une amatrice négligente. Wallace a rédigé un email anonyme jetable. Il a joint le dossier et l'a envoyé directement à la société de capital risque prévue pour financer ma nouvelle start-up indépendante avec 2 500 000 $. Le message était une menace directe affirmant que j'avais volé du code source propriétaire et leur disant de me laisser tomber ou de faire face à un procès massif de propriété intellectuelle. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Une alerte de sécurité spécialisée a clignoté sur l'écran. J'ai pris l'appareil, lu la notification et laissé échapper un lent rire. Wallace est un homme qui a passé 2 décennies à croire que tout le monde autour de lui était inférieur. Il prospère sur l'illusion qu'il est la personne la plus intelligente dans n'importe quelle pièce. Ce genre d'arrogance est un défaut fatal car cela vous rend aveugle. Il pensait sincèrement qu'une femme qui construisait des architectures de sécurité d'entreprise pour gagner sa vie oublierait par hasard le travail de sa vie sur un disque dur d'entreprise non sécurisé. Il n'a jamais pris la peine de considérer que le dossier était un pot de miel. C'était un piège à ours numérique. À l'instant où son technicien engagé a cliqué sur ce fichier, des filigranes cachés et des traceurs de métadonnées se sont réveillés. Ils ont silencieusement transmis un rapport de diagnostic complet directement à mon serveur privé. J'avais son adresse IP exacte. J'avais l'adresse MAC de la machine. J'avais l'horodatage liant la violation directement au bureau principal dans son bureau d'angle. Il pensait lancer un missile furtif pour ruiner ma réputation et ruiner mes finances futures. Au lieu de cela, il venait de commettre de l'espionnage d'entreprise et il avait signé son propre nom sur les aveux. Wallace s'est penché en arrière dans sa chaise en cuir, joignant ses doigts comme un roi tenant court. Il arborait un sourire condescendant, complètement confiant que son email anonyme avait déjà détruit le financement de ma start-up. Il pensait que cette déposition n'était qu'une formalité, une tournée de victoire. Otis était assis à côté de lui, parcourant son téléphone avec désinvolture, complètement ennuyé par tout le processus. En face de la table, mes parents étaient assis rigides. Leurs épaules étaient voûtées, les faisant paraître petits et fragiles. Ma mère continuait de se tordre les mains, ses yeux fuyant vers moi, me suppliant silencieusement d'abandonner. Elle pensait toujours que nous étions les méchants. Mon avocat n'a pas gaspillé son souffle en politesse. Il a fait glisser une seule feuille de papier net sur le bois poli. Il a tapoté son stylo sur le document et a récité un statut du droit du travail d'État spécifique. Il a informé Wallace qu'en retenant malicieusement mon paiement d'indemnité finale au-delà du délai légal, l'entreprise avait automatiquement annulé mon accord de non-concurrence. Le sourire de Wallace a vacillé. Sa mâchoire s'est serrée. Il a ouvert la bouche pour argumenter. Il n'en a jamais eu l'occasion. Le bruit sourd d'un classeur massif tombant sur la table a fait sursauter tout le monde. Mon avocat l'a ouvert.
Il a poussé une épaisse pile de mails imprimés de 2004 directement devant Wallace, les éventant proprement pour que les signatures soient complètement visibles. Il a officiellement annoncé le dépôt immédiat d'une action dérivée des actionnaires pour manquement grave aux devoirs fiduciaires, sabotage d'entreprise et fraude. La réaction fut instantanée. La couleur a quitté le visage de Wallace si vite qu'il semblait physiquement malade. Ses yeux ont balayé les pages imprimées sauvagement, cherchant désespérément une échappatoire qui n'existait pas. Sa respiration est devenue superficielle et saccadée, il a tendu la main pour saisir l'un des documents, mais ses doigts tremblaient si violemment qu'il l'a laissé tomber. Le patriarche intouchable se désintégrait juste devant moi. Le masque du sauveur bienveillant a été arraché, exposant un voleur désespéré et acculé. Mon père s'est penché. Il a retiré les documents des mains tremblantes de Wallace. Il a baissé ses lunettes de lecture et a fixé les pages. Il a lu les mots. Puis il les a relus. J'ai regardé 20 ans de lavage de cerveau s'effondrer en temps réel. Les décennies d'excuses forcées. Les vacances passées à servir Wallace comme la royauté. Le poids écrasant d'une fausse dette qui avait dicté chaque décision que notre famille avait jamais prise. Tout s'est cristallisé en une pure rage viscérale. Les veines du cou de mon père se sont gonflées contre son col. Ses mains se sont serrées en poing. Mon père s'est levé. Sa chaise a basculé en arrière sur le tapis. Il a attrapé la lourde carafe d'eau en verre au centre de la table et l'a violemment lancée au-delà de la tête de Wallace. La carafe s'est brisée contre le mur, aspergeant toute la pièce d'eau et de verre brisé. Otis a sauté de son siège, hurlant. Wallace s'est recroquevillé dans sa chaise en cuir, levant les bras pour se protéger le visage, complètement terrifié. Mon père a saisi la main de ma mère. Il m'a regardé, ses yeux brûlants d'une fierté protectrice féroce que je n'avais pas vue depuis que j'étais petite fille. Puis il a regardé Wallace, qui frissonnait sous les morceaux de verre brisés. Nous avons fini. Il a craché les mots comme du poison. Il a tourné le dos à l'homme qui avait ruiné sa vie, et les marionnettes ont finalement coupé leur fils. Le couperet est tombé avec un dernier bruit sourd. Wallace a été officiellement inculpé pour 3 chefs d'accusation de fraude électronique fédérale et 2 chefs d'accusation d'espionnage d'entreprise. Le juge fédéral l'a condamné à 4 ans dans un établissement correctionnel fédéral accompagné d'une ordonnance de restitution obligatoire de 2 500 000 $ aux actionnaires de l'entreprise qu'il avait systématiquement escroqué. Les retombées sociales furent totales. Le prestigieux Country Club a révoqué son adhésion en 48 heures. Le conseil d'administration a effacé son nom de l'histoire de l'entreprise, et tous ses parents qui avaient l'habitude de lui embrasser l'anneau lors des dîners du dimanche ont soudainement développé une amnésie sélective chaque fois que son nom était mentionné. Otis, dépouillé de son titre immérité et de son salaire massif, s'est retrouvé complètement blacklisté de l'industrie de la technologie. Il lutte actuellement pour passer l'examen téléphonique de base pour les postes de support technique de niveau débutant. 6 mois après le procès, une mince enveloppe blanche est arrivée à mon nouveau bureau. L'adresse de retour appartenait à la prison fédérale. L'écriture était indubitablement celle de Wallace. Il a rempli la première page de souvenirs nostalgiques de mon enfance. S'appuyant lourdement sur sa santé déclinante et prêchant sur la façon dont la famille doit toujours se pardonner mutuellement. Il a essayé de tirer les mêmes ficelles de culpabilité qu'il avait utilisées pour contrôler mes parents pendant 2 décennies. Mon pouls est resté parfaitement stable. J'ai plié la lettre en 2, je me suis dirigé vers la destructrice de papier et j'ai nourri les pages dans la machine bourdonnante. J'ai jeté l'enveloppe vide dans la poubelle de recyclage et je suis retourné à mon bureau. Le silence dans mon bureau était magnifique. Aujourd'hui, ma vie est entièrement différente. Ma nouvelle start-up opère depuis une suite au 2e étage avec de grandes fenêtres en verre laissant entrer la lumière du soleil de l'après-midi. Mes parents me rendent visite tous les vendredis pour le déjeuner. Mon père apporte des pâtisseries fraîches et ma mère rit vraiment maintenant. Un son clair et authentique que je n'avais jamais entendu pendant toute mon enfance. Je suis entouré d'une équipe de développeurs brillants et dévoués qui respectent mon leadership parce que je l'ai gagné, pas à cause de mon nom de famille. C'est ma famille choisie. Le chaos étouffant constant de mon passé a été remplacé par une paix tranquille inébranlable. Si vous regardez ceci et que vous reconnaissez ce sentiment de lourdeur dans votre poitrine lorsqu'un certain parent appelle votre téléphone, vous devez comprendre la psychologie d'un narcissique familier. Ils ne vous aiment pas. Ils aiment le pouvoir absolu de vous voir vous incliner devant eux. Il y a 3 règles que vous devez intérioriser pour survivre à eux. Règle numéro 1, le sang ne fait pas la famille.
La loyauté, oui. La génétique n'est qu'un accident biologique. Le respect mutuel est une exigence obligatoire pour une place à votre table. Règle numéro 2, votre silence face à leur manipulation n'est pas de la patience. C'est de la complicité. Céder vos limites juste pour maintenir la paix, exactement comme l'ont fait mes parents, n'est rien d'autre qu'une invitation ouverte pour que les gens toxiques vous exploitent davantage. Ils ne respecteront jamais une limite que vous refusez de faire respecter. Règle numéro 3, reconnaissez le piège de la gratitude. Ne remettez jamais le contrôle de votre vie à quelqu'un qui vous rappelle constamment ce qu'il vous a donné. Un cadeau qui est attaché à une chaîne de contrôle n'est pas un acte de gentillesse. C'est une extorsion subtile et dévastatrice. Ce soir-là, au dîner d'anniversaire, j'ai cru faire exploser toute ma famille. En réalité, je brisais à coups de masse une cage invisible et je libérais les personnes piégées à l'intérieur. Regardez attentivement votre propre vie. Quelles chaînes invisibles de gratitude vous étouffent actuellement? Qui vous tient une faveur passée sur la tête pour vous garder petite et docile? Vous êtes autorisé à vous éloigner des personnes qui vous font du mal, même si vous partagez un nom de famille. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Reprenez votre pouvoir, coupez ces liens toxiques et commencez enfin à respirer votre propre air. Waouh, quel voyage! Je sais exactement ce que vous criez à l'écran en ce moment. Vous êtes assis là en pensant, pourquoi diable ses parents sont-ils restés loyaux pendant 20 ans? Pourquoi Clémentine a-t-elle enduré une décennie à bâtir un empire pour un oncle qui l'a traité comme des ordures absolues? Il est incroyablement facile de le juger de l'extérieur. Mais laissez-moi vous présenter quelque chose que les psychologues appellent l'effet machine à sous ou le renforcement intermittent. Les manipulateurs toxiques comme Wallace ne vous torturent pas 100% du temps. S'ils le faisaient, vous partiriez immédiatement. Au lieu de cela, ils laissent tomber de minuscules miettes de joie imprévisibles. Un compliment rare ici. Une fausse faveur là. Un rappel constant qu'ils vous ont sauvé quand vous étiez à terre. Vous continuez à tirer le levier, espérant le jackpot de l'amour et de la validation familiale authentique, mais vous ne recevez que des centimes. Clémentine et ses parents n'étaient pas faibles ou stupides. Ils étaient neurologiquement accros à un jeu truqué. Mais lorsque Clémentine est finalement sortie du brouillard, elle a exécuté un chef-d'œuvre absolu en matière de défense financière personnelle. Décortiquons son manuel de rue car c'est exactement ainsi que l'on gère un narcissique corporatif ou familial. Premièrement, remarquez comment elle a géré l'attaque initiale. Construire le dossier. Lorsque Wallace a essayé de voler son projet d'intelligence artificielle, elle n'a ni crié ni fait de crise. L'émotion est exactement le carburant qu'un narcissique désire. Au lieu de cela, elle a tranquillement révoqué son accès et a mis en place un pot de miel numérique. Elle a anticipé son prochain mouvement et a laissé sa propre arrogance aveuglante le piéger dans une accusation de fraude électronique fédérale. Documentez tout. Sécurisez vos actifs et laissez-les creuser leur propre tombe. Deuxièmement, elle a utilisé la stratégie d'audit. Les escrocs et les manipulateurs détestent absolument les détails. Wallace s'est entièrement appuyé sur le mythe émotionnel vague selon lequel il était le sauveur de la famille. Mais Clémentine n'a pas argumenté avec son mythe. Elle a fouillé les serveurs hérités et a audité ses emails de 2004. Elle a suivi la trace papier froide et dure. Ne prenez jamais la parole d'un manipulateur sur ce qui s'est passé dans le passé. Regardez les reçus. La vérité est toujours dans les chiffres. Enfin, elle a exécuté le rachat. Wallace pensait pouvoir la faire mourir de faim en retenant malicieusement son indemnité de départ. Il a essayé de lui couper l'oxygène, mais Clémentine avait déjà liquidé ses fonds de retraite et contracté un prêt pour engager un avocat corporatif de renom. Elle a compris une leçon de vie critique. Parfois, vous devez dépenser votre propre argent pour financer votre propre libération. Elle n'a pas attendu d'être sauvée. Elle a massivement investi dans sa liberté ultime. Voici le verdict. Les manipulateurs toxiques comptent sur votre peur, votre isolement et votre gratitude déplacée. Mais au moment où vous arrêtez de jouer selon leurs règles émotionnelles tordues et commencez à jouer selon des faits froids et durs, tout leur empire s'effondre. Votre tranquillité d'esprit, votre talent et votre avenir valent tellement plus qu'une fausse dette envers un sauveur frauduleux.